Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est réunis aujourd'hui avec Fabrice pour cette nouvelle actualité sociale. Bonjour. Je suis Géraldine de Quick MS et je vais laisser Fabrice se présenter. Bien, merci. Donc Fabrice Carava, avocat associé du cabinet Capstan. Alors Capstan Avocat, c'est un cabinet d'envergure nationale. Moi, je suis associé au bureau de Marseille. Notre cœur d'activité, notre unique activité est le droit du travail. Donc nous conseillons les entreprises, nous les défendons dans le Conseil de prud'homme évidemment, mais nous les conseillons surtout au quotidien ou sur des opérations plus complexes en droit du travail et sous tous ces aspects dans cette matière. Eh ben, merci beaucoup Fabrice. Alors, il y a peut-être des nouveaux parmi nous, donc je vais faire une petite présentation de Quick MS et puis après on va se lancer dans cette actualité sociale. Alors, juste Quick MS, nous, on est un éditeur de logiciels RH et en fait, notre objectif, c'est d'être les meilleurs assistants RH que vous ayez jamais connus. Et pour ce faire, on a deux logiciels. Un premier logiciel graphique qui fait du reporting RH et qui notamment automatise les rapports légaux comme la BDESE. Et un autre logiciel qui s'appelle Crew et qui automatise et digitalise les entretiens en entreprise. Et du coup, petite parenthèse, tous nos entretiens, tous nos templates et nos modèles d'entretien professionnels sont certifiés par le cabinet Capstan, par Fabrice Carava qui est là aujourd'hui. C'est ça. Et on en est ravis. Juste les règles du jeu pour les nouveaux. Donc vous avez le petit onglet chat pour ceux qui veulent nous dire bonjour, nous envoyer des petites Je vois des smileys. Voilà. Et si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à le mettre dans l'onglet questions. Et en fait, ça me permet de pouvoir les trier et de pouvoir les traiter surtout. On essaie de traiter toutes les questions lors du webinaire. S'il y en a qui restent en suspens, vous pouvez toujours derrière faire appel au cabinet Capstan à Fabrice Carava. Il lui donnera l'adresse mail. Et voilà, et je pense que c'est bon. Je vais partager la présentation et c'est parti. Très bien. Et j'en profite pendant que tu partages. Donc, je donne l'adresse mail dont tu viens de te parler, qui est quickms@capstan.fr. Donc, si vous avez des problématiques en droit du travail, n'hésitez pas à nous contacter par ce canal. Ça nous permet d'identifier que c'est lié au webinaire que nous faisons avec QuickMS. Donc voilà, quickms@capstan.fr. Géraldine, est-ce que je rentre dans le premier sujet ? Allez, c'est parti. Allez, on a allons-y. des sujets. Ouais, Alors, je te laisse mettre la première diapo. Alors, gros sujet pour les RH. Gros sujet dont je vais parler en 3 slides, en 3 arrêts de la Cour de cassation, 3 arrêts de la même date, du 13 septembre 2023, qui tournent autour d'un même thème, qui est l'acquisition et le traitement des congés payés dans certaines circonstances, à savoir la maladie, je vais y revenir dans le détail, et l'accident du travail, avec une question fondamentale: l'application du droit français est-elle compatible avec le droit européen? Et vous allez voir que la Cour de cassation, dans ces 3 arrêts, vient de nous dire non, en écartant clairement le droit français et du coup en bouleversant totalement les solutions juridiques que nous avions jusqu'à présent dans le Code du travail et qui sont noir sur blanc inscrites dans le Code du travail et qui donc, à partir de ces arrêts du 13 septembre 2023, ne sont plus applicables. Enfin, quand je dis à partir, j'y viendrai avec le 3e arrêt, ça n'est absolument pas uniquement pour l'avenir, j'y reviendrai, et c'est d'ailleurs ce qui fait que tout cela est une véritable bombe au niveau de la gestion des ressources humaines. Je vais égrener les trois arrêts parce que chacun aborde un aspect du sujet, et sur le dernier, je reviendrai sur cette question d'application, et même plus précisément d'application dans le temps, et donc même plus précisément de prescription des demandes que peuvent faire les salariés autour de ces questions de congés payés.
Alors, je commence par le premier arrêt. Vous verrez donc, ils sont tous de la même date, mais avec des références différentes. Premier arrêt où la Cour de cassation, alors vous verrez avec le deuxième, c'est exactement le même raisonnement, a eu à traiter de la question de l'acquisition des droits à congés payés pendant une période d'absence pour maladie. Pour rappel, d'après le Code du travail, je ne vais pas citer les articles, mais bon, d'après le Code du travail, en cours d'arrêt maladie, un salarié n'acquiert pas de droit à congé payé. Cette règle pratique peut être écartée uniquement si une convention collective se trouve plus favorable. Mais si je réserve cette hypothèse, si je la mets de côté, sur le plan purement légal, le Code du travail ne prévoit pas l'acquisition de congés payés en période d'arrêt maladie. Depuis longtemps, la position que vient d'adopter la Cour de cassation était demandée dans des contentieux par notamment des organisations syndicales. La Cour de cassation vient de les suivre. En ce qui concerne la compatibilité du droit français avec le droit européen. Et la Cour de cassation vient donc de nous dire, dans ce premier arrêt, que cette règle française était incompatible, était contraire à l'article 31, paragraphe 2, pour être précis, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qui concerne le droit de repos. Si vous allez lire cet article, vous verrez qu'il est rédigé d'une manière assez sibylline et assez rapide, comme souvent en droit européen. C'est un peu la même méthode d'ailleurs pour le RGPD. On a des grandes affirmations de grands principes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en pratique, et puis après, on a un déroulé qui est fait derrière par la Cour de justice au niveau européen. Cet article, il affirme le droit à repos et le droit à période de congé payé. Sur ce, la Cour européenne a déjà, dans plusieurs affaires, affirmé que peu importait finalement la nature de l'arrêt de travail, il y avait au final un droit à repos supérieur. Et donc, lorsqu'un salarié est malade, même si c'est une maladie non professionnelle, il a, d'après le droit européen, droit à ses congés payés, droit à un droit à repos. On ne se repose pas quand on est malade. C'est finalement ça la logique européenne. La Cour de cassation vient donc s'aligner en disant que le droit français est contraire à cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit de repos, et donc elle écarte tout bonnement les dispositions du Code du travail qui ne sont pas, d'après elle, conformes aux droits de l'Union européenne. Je rappelle qu'il appartient notamment au juge national de s'assurer de cette conformité. Le droit des conventions internationales, en l'occurrence du droit européen, s'imposant aux droits internes des États. Cet article du Code du travail est donc écarté, et concrètement, dans cette affaire, la Cour donne donc raison aux salariés qui avaient demandé le calcul de leurs droits à congés payés, de leur indemnité de congés payés, en tenant compte de périodes de maladie. Ce qui n'était donc absolument pas le cas si on ne faisait que lire le droit français, et ce que font évidemment les entreprises jusqu'à présent. Ça, c'est le premier arrêt. Donc je m'arrête quelques instants pour savoir s'il y a déjà des questions sur cet arrêt précisément, sachant peut-être que je peux aussi faire une présentation globale des trois arrêts, puis après enchaîner les questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur celui-ci? Non, il n'y a pas de questions. Bon. Alors je poursuis, mais on pourra y revenir à la fin des trois arrêts et peut-être faire un tour des questions s'il y en a global. Deuxième arrêt, sujet dans le même thème, mais sujet un petit peu différent. Rappel du droit français en ce qui concerne le traitement de l'acquisition des droits à congés payés en cas de période d'accident du travail ou de maladie professionnelle. D'après le droit français, il y a une acquisition de droits à congés payés. Alors là aussi, il peut y avoir une convention collective plus favorable, mais uniquement dans la limite d'une année. Cette limite est écartée par la Cour de cassation. Dans ce deuxième arrêt du 13 septembre 2023, là aussi un salarié avait fait une demande
en ne s'appuyant pas sur la règle française, mais sur la règle européenne, et donc en déplafonnant, si j'ose dire, son calcul au-delà d'1 an. La Cour de cassation lui donne donc raison, avec exactement le même raisonnement que dans le premier arrêt, en constatant que cette règle française n'est pas conforme à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc là aussi, un droit français qui est écarté. Conséquence pratique, aujourd'hui, il faut considérer, par application du droit européen, que l'indemnité de congé payé, enfin plutôt que on va calculer, on va intégrer pour le calcul de l'indemnité de congé payé les périodes d'accident du travail, de maladie professionnelle, sans limite de temps. Donc c'est une conséquence très pratique en paye. Je vois du coin de l'œil les questions. Je vais, je pense, aborder le troisième arrêt et je vais glisser sur cette question de l'application dans le temps de toutes ces évolutions. Le troisième arrêt, il est un peu différent. Dans les deux premiers arrêts, la Cour de cassation a posé un principe qui est que ces deux règles, à savoir donc la règle sur l'absence d'acquisition de congés payés pendant l'arrêt maladie et la limitation à 1 an de l'acquisition en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, que donc ces deux règles ne sont pas conformes à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ça, c'est l'affirmation de la position de principe. Le troisième arrêt est un peu différent. Géraldine, si tu veux bien mettre la slide suivante. Le troisième arrêt est un petit peu différent parce qu'il porte... Alors, je vais vous donner ma lecture. Il porte, pour moi, sur l'application dans le temps de ces principes. En tout cas, sur un des aspects de l'application dans le temps, la prescription. J'ai vu du coin de l'œil la question, est-ce qu'on applique ça dès la paye de septembre? J'oserais vous dire probablement que oui, mais encore faut-il savoir de septembre de quelle année? Puisque une jurisprudence n'est pas une loi. Une loi, en principe, ne rétroagit pas. Une jurisprudence, c'est l'expression de la lecture par le juge de la loi. Et il peut la changer. On a mis un mot derrière ça, ça s'appelle un revirement de jurisprudence. Il change d'avis. Vous allez me dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc le juge change d'avis, il a un revirement de jurisprudence. Cette jurisprudence, entre guillemets, elle rétroagit. Ça n'est pas une loi. C'est la lecture par le juge de la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des salariés de France et de Navarre peut aller voir dans son passé s'il n'y aurait pas lieu de recalculer ses indemnités de congés payés. S'il a été malade ou s'il a été en période d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Je vais venir sur l'arrêt de la Cour de cassation, je poursuis le raisonnement parce qu'il me semble que la présentation est plus logique. Se pose alors la question de la prescription. Jusqu'à quand on remonte? Le premier réflexe d'un juriste bien constitué en droit du travail serait de dire 3 ans. Parce que la prescription en matière de salaire est de 3 ans. C'est probablement ce qu'on défendra souvent devant le Conseil de prud'homme dans les mois et les années qui viennent. Néanmoins, ce troisième arrêt me fait dire que ça n'est pas si évident que ça. Je rentre dans l'arrêt. Cet arrêt porte précisément sur le point de départ de la prescription concernant l'indemnité de congé payé. Dans cet arrêt, il y avait une particularité, c'était une situation où une personne était auto-entrepreneuse, me semble-t-il, en tout cas n'avait pas le statut de salarié. Il y a finalement eu revendication du statut de salarié et elle a donc demandé des indemnités de congé payé en se considérant comme salarié. La Cour de cassation, dans ce dossier-là, va se positionner en disant que, certes, la prescription est de 3 ans, mais elle va se positionner sur le point de départ de cette prescription. Et elle nous dit,
En application du droit de l'Union européenne, donc il y a encore derrière en filigrane le tutelage, je dirais, du droit européen, la Cour de cassation donc juge que le délai de prescription de l'indemnité de congé payé ne peut toutefois commencer à courir que si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé payé. En l'occurrence, on va décider dans cette affaire que la prescription n'a pas couru. Elle n'a pas commencé à courir parce que la salariée étant considérée par l'employeur qui ne s'estimait pas employeur comme une non-salariée, comme une indépendante, il ne l'a par définition pas mis en mesure de prendre ses congés payés. Donc, la prescription n'a pas commencé à courir. Alors, cet arrêt, on peut se dire, il y a deux manières de le lire, à mon avis. Soit on se dit, c'est un cas particulier, puisqu'ici, il s'agit de quelqu'un qu'on ne considérait pas comme salarié. Donc, forcément, on ne l'a pas mis en mesure de prendre ses congés payés. Je suis très réservé sur cette lecture restrictive. Je pense que dans les mois et les années qui vont venir, on va opposer la prescription de 3 ans aux salariés qui vont demander des régularisations. Et je pense qu'il y aura un débat autour de cet arrêt, sachant que d'ici là, la Cour de cassation prendra peut-être d'autres arrêts pour affiner sa position et l'éclaircir. Parce que finalement, la logique, c'est pas tant que la personne soit salariée ou non salariée. Je pense que la Cour de cassation a saisi l'opportunité d'un tel dossier pour changer de position. Mais le fond, c'est de dire que l'employeur doit mettre en mesure le salarié de prendre ses congés. Ça veut dire qu'on peut tout à fait imaginer, à mon avis, que des salariés viennent dire demain, puisque vous avez à tort appliqué le droit français en ne pensant pas qu'il y avait le droit européen, bête que vous êtes, vous ne m'avez pas mis en mesure d'utiliser mes droits à congés payés, les droits à congés payés que j'aurais dû avoir. Donc la prescription n'a pas commencé à courir. Et je vois arriver des actions où on va nous dire la prescription n'a pas commencé à courir. Moi, mon salarié, il a 10 ans d'ancienneté, il y a droit sur 10 ans. Alors, pour l'instant, j'en suis à des points d'interrogation. Je ne vous cacherai pas qu'on est en train, entreprise par entreprise, de discuter de la manière d'aborder le sujet, qui n'a rien d'évident, mais très probablement en tout cas que d'entreprise en entreprise, on va se poser la question de cette notion de prescription. Et est-ce qu'il ne faut pas, point d'interrogation, matérialiser une mise en demeure en quelque sorte de l'employeur, ou pas du tout, hein, c'est peut-être une mauvaise idée, d'une entreprise à une autre, je suis convaincu qu'on prendra des démarches différentes par rapport à une gestion du risque, qui sera probablement appréciée différemment selon les entreprises et les dirigeants. Mais en tout cas, il faut se poser la question de savoir si l'entreprise a intérêt à communiquer, à mettre en demeure le salarié sur ces sujets-là pour faire courir cette prescription. En disant, je vous mets en mesure de prendre vos congés payés. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut sauter de la tête, se lever de la tête, l'idée que ce n'est que pour l'avenir, ce changement de règle. C'est à minima possible de remonter sur 3 ans, et il y a ce point noir de quand commence la prescription. Est-ce que la prescription a couru dans mon dossier, puisque je n'ai pas mis en mesure, peut-être, ça peut être une lecture qu'on aura certainement dans les dossiers, je n'ai pas mis en mesure le salarié de prendre ses congés payés là, puisque je ne les avais même pas comptés. Ceux issus d'une maladie ou ceux issus d'un accident du travail, une maladie professionnelle. J'ai fait le tour des arrêts qui posent beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses, puisqu'ils sont quand même que du 13 septembre, nous sommes le 21 septembre, et avec ce type de bombe sociale, il faut quand même laisser décanter les choses pour avoir des retours d'expérience. Mais on peut faire le tour un peu des questions maintenant, si vous le souhaitez. Okay. Du coup, en fait, Fabrice, tu as répondu à la première question, je pense, à partir de quand on applique. Est-ce qu'on l'applique dès la paye de septembre? Du coup, on va passer à la question d'après, qui est actuellement, un salarié en arrêt maladie tout le mois d'août 2023 ne génère pas les 2,5 jours ouvrables de congés payés.
Aujourd'hui, il faut donc considérer que le salarié en arrêt maladie doit avoir son droit à congé payé désormais alimenté. C'est ça. Désormais alimenté de 2,5 jours et ces jours seront payés au taux du maintien du salaire lorsqu'il sera... Oui, après, ça ne change rien. Mais oui, désormais, alors, quand je dis désormais, c'est du fait de ces arrêts de la Cour de cassation qui sont récents, mais vous avez compris que le désormais, il peut remonter dans le temps. Effectivement, on va mettre dans le compteur des congés payés pendant les arrêts maladie. Oui, très clairement, c'est la conséquence du premier arrêt. Okay. Du coup, la deuxième question, c'était est-ce que la maladie ordinaire, il y a une limite de durée pour l'acquisition des CP ou est-ce qu'on peut les AT-MP non. Justement, la Cour de cassation, c'est le deuxième arrêt, a fait sauter la limite qui existait pour l'accident du travail. Vous imaginez bien que si elle fait sauter une limite pour les accidents du travail, il ne va pas y en avoir une pour les maladies. Non, il n'y a pas de limite. Désormais, votre salarié absent, il va acquérir des congés payés. Enfin, absent. Pour maladie ou accident du travail, maladie professionnelle. Une absence injustifiée, non, hein, évidemment. Il y a une autre question, mais il y a la réponse en filigrane, mais c'est si le salarié est toujours en cours d'absence, il n'est pas en mesure de prendre ses congés, quelle serait votre analyse? Du coup, Alors, c'est un peu ce que j'évoquais. Très clairement, là, on déborde, je dirais, d'une présentation que je fais aujourd'hui en webinaire. On rentrerait vraiment dans une analyse d'un dossier et du conseil vraiment personnalisé, ce qui dépasse un peu ce que je fais ici. Mais très clairement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je suis convaincu que des entreprises vont prendre des positions stratégiques différentes. Toutes vont faire des régules. Toutes, certainement, vont appliquer la jurisprudence à partir de maintenant. Par contre, je suis convaincu que certaines prendront des risques et d'autres non. Certaines décideront de régulariser sur 3 ans. D'autres, de ne pas régulariser du tout et d'attendre de voir si les salariés réclament. D'autres, de mettre en demeure ou pas. Il va y avoir des stratégies différentes d'un dossier à un autre, et c'est à la fois présomptueux et probablement pas une très bonne idée de ma part que de m'avancer, parce que le bon conseil, si vous voulez, il y a une différence entre l'exposé du droit et le conseil. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ces questions-là, vous devez vous les poser. Et au cas par cas, prendre vos décisions. Il y a un point quand même, dans cette réflexion, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se demander si on doit formaliser alors pas une mise en demeure, mais le fait que l'on met en mesure le salarié de prendre ses congés payés là, pour justement faire démarrer la prescription avec certitude. Je vois une question qui est: doit-on attendre que le droit français change? C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué en présentant les arrêts. Il est fort probable que le Code du travail finisse par changer. Ce qui est fort douteux, c'est qu'il revienne en arrière. Puisqu'on est clairement avec un arrêt de la Cour de cassation, enfin même 3, qui nous disent qu'on doit se soumettre au droit européen. Ce qu'il est possible, c'est que le droit français évolue dans les mois qui viennent pour appliquer ce droit européen, mais peut-être adapter les choses. Ça, c'est un point d'interrogation. Pour l'instant, la seule réaction qu'on a eue officielle du gouvernement, ça a été, je crois, un communiqué qui consiste à dire: on a pris acte de l'arrêt de la Cour de cassation, on réfléchit. Voilà. Il est possible qu'il y ait effectivement une intervention législative, d'aménagement, mais certainement pas de retour en arrière. Okay. Est-ce qu'on a le temps? Il est presque 2 heures. On prend une dernière question. D'accord. Il y a une question ici intéressante. Un salarié qui tombait malade pendant ses congés payés restait officiellement en congé. Est-ce que cette position est également remise en cause? Alors, je n'ai pas compris la situation. Jusqu'à aujourd'hui, un salarié qui tombait malade pendant ses congés payés restait officiellement en congé. Il n'y avait pas d'arrêt maladie, entre guillemets. Est-ce que, là, la question, c'est est-ce que cette position est également remise en cause? Pas directement.
Les règles en la matière sur, je dirais, le concours de maladie de congés payés, c'est pas remis en cause du tout. Je vous ai présenté les 3 arrêts, hein, donc il ne parle pas de ça. Par contre, évidemment que si on est dans un cas où on estime, dans cette situation de concours, que le salarié est en maladie et non pas en congé, alors il va acquérir des droits à congés payés pendant cette maladie. Okay. On essaiera de revenir à la fin sur les questions, comme ça on avance sur les autres, si ça vous va. Hop. Du coup, c'est l'élection du CSE dans les entreprises de moins de 20 salariés. Alors là aussi, quelque chose qui va changer les pratiques. Alors, pour faire l'historique, vous verrez que dans la suite de ce webinaire, de manière un peu exceptionnelle, je ne parle pas forcément que d'arrêt de la Cour de cassation. Et ici, vous voyez, j'ai mis modification du CERFA numéro et c'est imprononçable. Pourquoi ? Parce que, je vais m'expliquer, c'est comme ça qu'il y a une évolution, de manière assez bizarre. Alors, petit historique de la situation, de quoi on parle ? Depuis la dernière réforme de 2017, qui a créé le CSE, il y a des règles particulières dans les entreprises de moins de 20 salariés en ce qui concerne l'organisation des élections. Traditionnellement, quand on débute les élections, on convoque les organisations syndicales à venir négocier le protocole électoral. La loi prévoit un cas d'exception dans les entreprises de moins de 20, où il y a une étape supplémentaire qui est un affichage qui fait courir un délai de 30 jours. Cet affichage va déclencher la possibilité pour les salariés de... Alors, on dit souvent de candidater, en fait c'est probablement impropre, d'informer de leur intention d'être candidat, parce qu'en fait, finalement, le dépôt de candidature, il est plus tard dans la procédure. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe si il n'y a pas d'intention de candidature ? S'il y en a, c'est très clair depuis le début, d'après la loi, on va alors revenir à la situation normale des entreprises de plus de 20 et convoquer les organisations syndicales à venir négocier le protocole. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'intention ? L'administration avait pris une position traduite par un CERFA précédent qui considérait que les entreprises dans ce cadre-là, donc entreprises de moins de 20, eh bien, arrêtaient le process électoral. Pas d'intention de candidature, le process s'arrête et le CERFA traduisait cette lecture par l'administration. En catimini, pendant l'été, c'était au mois d'août, pendant que nous étions à la plage, l'administration a changé le CERFA en en créant un autre qui suggère qu'il va y avoir 2 tours. Donc, on en reviendra à une lecture opposée. Alors, pour la petite histoire, je vous explique que quand on lit le Code du travail, il y a eu depuis le début un point d'interrogation sur l'interprétation. Je fais partie de ceux qui considéraient depuis le début que la lecture de l'administration était contraire au texte. Parce que le texte, effectivement, indique qu'en l'absence d'intention de candidature, l'entreprise est dispensée de convoquer les syndicats, mais le texte ne dit pas qu'elle est dispensée de faire les élections. L'administration se positionne désormais avec cette nouvelle lecture. Mais donc de manière très incidente, simplement en disant dans son CERFA, en prévoyant des cases pour les 2 tours. Alors, conséquence concrète, ça signifie qu'aujourd'hui, on ne peut même plus s'appuyer sur la position de l'administration pour avoir une interprétation du texte, puisque elle-même a changé. Et donc, de manière opérationnelle, la manière de faire va être différente. Dans les cas où il n'y a pas d'intention de candidature dans les 30 jours de cet affichage, dans les entreprises de moins de 20, l'employeur est certes dispensé de convoquer les organisations syndicales à venir négocier le protocole, mais il n'est pas dispensé de faire les élections, il va simplement les organiser unilatéralement. Ça signifie donc que même dans ce cas-là, les petites entreprises de moins de 20 vont tenir des élections. On peut se demander si ça n'est pas inutile, puisqu'il n'y a pas eu de candidature. Pour l'avoir fait dans pas mal de dossiers, parce que j'avais donc une lecture différente de l'administration, je peux vous dire que ça n'est pas toujours inutile.
puisque très bizarrement peut-être, mais la vie n'est pas toujours simple, vous avez peut-être des personnes qui ne vont pas déclarer d'intention de candidature après l'affichage dans les 30 jours, mais quand ils voient passer un affichage en disant « vous avez jusqu'à tel jour pour vous déclarer », ils posent une candidature et on a des CSE qui sont élus. Donc ça n'est pas du tout impossible. Donc voilà, conséquences pratiques, on peut considérer maintenant qu'il y a une lecture probablement plus proche du texte, de mon humble avis, qui consiste à dire, même dans cette situation-là, on doit organiser les élections, simplement l'employeur le fait unilatéralement, il est juste dispensé, mais bon, c'est déjà beaucoup, d'avoir convoqué les organisations syndicales pour négocier le protocole. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Je pense qu'il y en a une qui est en train d'arriver de questions. On voit quelqu'un qui est en train de taper. En attendant... attendant... Ah, voilà. Si la convention collective est source de droit sur l'acquisition des congés en cas de maladie de façon favorable du salarié par rapport à la loi, mais de façon moins favorable que ses arrêts, quelle est votre analyse ? Attends, là, on est revenu sur le sujet d'avant. Sur l'avant, pardon. Est-ce qu'il serait possible d'envisager pour les entreprises de 11 à 20 salariés de ne pas passer par la procédure d'information préalable et convoquer directement les OS à la négociation du protocole ? C'est pas ce que prévoit la loi. Hein. Je ne vois pas honnêtement pourquoi vous iriez convoquer les organisations syndicales en squeezant cette première étape. Non, le Code du travail ne prévoit pas une convocation directe des organisations syndicales. Elle prévoit un affichage initial et ce délai de 30 jours. Okay. Et une dernière petite question sur ce sujet. Quid du premier tour prévu pour les syndicats ? Alors, en fait, on en revient au même. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, petite, grande entreprise, moins de 20, etc., dans tous les cas, au premier tour, il y a le monopole syndical. Dans tous les cas. C'est vrai qu'en pratique, dans une entreprise de moins de 20, il y a très souvent une carence au premier tour. Parce qu'il n'y a pas de candidature portée par des syndicats. Très clairement. Mais si on organise, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, j'avais pris un parti différent de l'administration, j'ai beaucoup de dossiers où ensuite on a des élections et des élus au deuxième tour. Mais pour autant, sur un plan de la théorie juridique, oui, il y a toujours le monopole syndical au premier tour. Ok. Du coup, on peut passer au sujet d'après. Alors, un arrêt qui n'est pas extrêmement technique, mais qui est très pratique. Je m'explique. La question dans cet arrêt est celle des conséquences du retrait tardif de la convocation à entretien préalable d'un salarié. Très souvent, et j'oserais dire même de plus en plus souvent, merci la Poste, très souvent, on a des problèmes en envoyant des convocations à entretien préalable qui arrivent très tardivement. Dans cet arrêt, c'est un petit peu différent, ceci étant dit, le salarié est allé retirer tardivement la convocation, de telle sorte qu'il n'y avait pas, entre son retrait et le jour de l'entretien, les 5 jours ouvrables prévus par la loi entre la convocation et l'entretien préalable. Et donc, il est venu critiquer la procédure de licenciement en disant « j'ai pas eu les 5 jours ouvrables, il y a une irrégularité de la procédure de licenciement ». La Cour de cassation ne lui donne pas raison, puisque elle nous précise que le point de départ se décompte à compter de la présentation de la lettre du recommandeur au domicile. En l'occurrence, la salariée, c'était une dame, était absente. Tant pis pour elle. Il n'en demeure pas moins que, entre la date de présentation à son domicile du recommandeur et le jour de l'entretien, il y avait bien les 5 jours ouvrables, et finalement, on ne peut pas en faire grief à l'employeur qui a respecté la procédure est régulière. Alors, ce n'est pas un arrêt c'est pas un arrêt qui va bouleverser vos pratiques comme les 3 arrêts sur les congés payés. C'est cependant un arrêt qui a le mérite d'exister et qui vient apporter, de mon point de vue, une précision bienvenue. Parce que on a très souvent ce type de débat dans le Conseil de prud'homme. On les aura encore certainement, mais au moins on a un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2023 qui vient préciser qu'on considère la situation à partir de la présentation. En clair, il ne suffit pas de ne pas aller à la poste pour ne pas être licencié. Donc voilà pour cet arrêt.
Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une qui est en train d'arriver encore, comme tout à l'heure. Ah, voilà. Comment peut-on faire quand la Poste ne présente pas le courrier dans les temps, puisque la date de l'entretien est fixée avant l'envoi du C'est pas courrier? traité par cet arrêt. Alors là, pour le coup, c'est un sujet, c'est un vrai problème. C'est pour ça que dans ma phrase tout à l'heure, je regrettais la dégradation que je constate des délais d'acheminement. Je trouve qu'ils sont de plus en plus longs. En tout cas, dans la région marseillaise, pour être honnête avec vous, je trouve que c'est de plus en plus long. Ça, c'est autre chose. Parce que là, pour le coup, même si l'employeur s'y est pris à l'avance et qu'il n'a pas vraiment fait de faute, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas, dans cette hypothèse-là, 5 jours entre la première présentation et l'entretien, et là, ça pose un problème de régularité de la procédure. Alors, soit l'employeur décide de passer outre, parce que c'est un problème de régularité. Ça ne veut pas dire que ça met en cause le bien fondé du licenciement. Autrement dit, il y a un risque indemnitaire d'1 mois de salaire, que le juge va éventuellement prononcer souvent quand même lorsqu'il constate qu'il y a eu un vrai effet sur la procédure et un vrai préjudice pour le salarié. Donc il y a encore des débats. Ou l'employeur recommence. Je suis tenté au moins aujourd'hui de dire que je préfère prendre des dates un peu plus éloignées d'entretien pour prendre de la précaution et être certain par rapport au délai d'acheminement que mes 5 jours ouvrables y soient. Mais sinon, effectivement, ça pose là pour le coup une difficulté. Ce qui n'est pas tout à fait l'hypothèse de l'arrêt. Parce que dans l'arrêt, il y avait eu la première présentation dans les 5 jours. Voilà, je vois qu'il y a des marges de 10 jours qui sont prises, c'est à peu près ce que je fais. Voilà. Et allez, on termine sur le dernier arrêt sur les accidents du travail et le télétravail. Alors là aussi, je vous disais tout à l'heure, je ne produis pas aujourd'hui que des arrêts de la Cour de cassation. Ces arrêts m'ont paru intéressants, je vais m'expliquer. Ce sont des arrêts de cour d'appel, donc d'Amiens et de Saint-Denis de la Réunion. Ouais, je vous fais voyager aujourd'hui. Mais qui m'ont paru intéressants parce qu'ils apportent un regard sur un sujet qui me paraît quand même assez prégnant, qui va probablement se développer de plus en plus dans les années qui viennent, puisque c'est un sujet lié au lien entre télétravail et accident du travail. Le télétravail se développant, forcément, statistiquement, il y aura de plus en plus cette question sur des accidents du travail en télétravail. Alors, ces deux cours d'appel, qui ne se sont pas parlé pour autant, donc il y a un arrêt du 15 juin, un arrêt du 4 mai, donc encore une fois, ce n'est pas une jurisprudence de la Cour de cassation, mais c'est une information qui me paraît utile d'avoir en tête. Dans les deux cas, on parlait donc de salariés en télétravail qui ont déclaré des accidents du travail. Et finalement, la question qui se posait au juge, c'était est-ce que la présomption d'accident du travail joue? Je rappelle qu'il y a présomption d'accident du travail lorsqu'un accident intervient sur le lieu de travail, pendant le temps de travail, finalement à l'occasion du travail. Il y a alors une présomption, ça signifie que l'accident est présumé accident du travail jusqu'à preuve éventuellement contraire par l'employeur, mais il y a une présomption. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'incidents, pour prendre un terme générique, qui se passent dans l'entreprise vont être qualifiés d'accident du travail au final, du fait de cette présomption. La question qui s'est posée à ces juges d'appel d'Amiens et de Saint-Denis de la Réunion, c'est de savoir comment on appliquait cela, cette notion de présomption, en télétravail. Alors je vais rentrer dans les faits du dossier parce qu'ils sont quand même parlants, très rapidement. Dans une première affaire, donc celle d'Amiens, la personne télétravaillait dans un bureau aménagé en sous-sol de son domicile. Elle pointe, probablement informatiquement, puis monte son escalier et se fait mal et déclare un accident du travail. La cour d'appel d'Amiens va rejeter la constatation de l'accident du travail parce qu'elle avait pointé. Elle n'était donc plus sous la subordination de l'employeur, elle avait fini sa journée de travail. Autrement dit, il faut pointer en haut de l'escalier. Donc, premier élément, les juges sont donc allés voir dans les circonstances si c'était pendant le temps de travail, à l'occasion du travail, à raison du travail, et ils ont considéré ici que non, parce qu'elle était sortie de sa journée de travail avant de monter son escalier. Dans la seconde affaire, que je trouve personnellement encore un peu plus dure pour le salarié quand même, dans la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, il y avait une coupure Internet parce qu'un camion était rentré, me semble-t-il, d'après les faits du dossier, dans le poteau qui porte le câble pour Internet. Le salarié est sorti, est allé voir, et il s'est pris le poteau sur la tête.
Il a donc déclaré, je vous jure que c'est la réalité de l'arrêt, il a donc déclaré un accident du travail. La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté aussi, en constatant qu'il était en dehors de son lieu de travail, de télétravail, qu'il y était sorti sans que l'employeur lui demande rien. L'employeur, le juge dit, l'employeur ne lui avait pas demandé de trouver l'origine de la panne ou de renseigner utilement l'opérateur téléphonique. Donc, rejet de la constatation de l'accident du travail. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ces deux juges d'appel ont écarté l'application de la présomption d'accident du travail dans ces situations de télétravail. Et qu'il appartient au salarié de démontrer en télétravail qu'il a eu un accident pendant le temps, à l'occasion, sur le lieu de travail. Il n'est pas dans l'entreprise, où la présomption, évidemment, joue facilement. C'est facile de voir si c'est dans l'entreprise ou si c'est pendant le temps de travail. C'est plus compliqué en télétravail. Et donc, ces deux juges d'appel ont considéré que c'était aux salariés de le démontrer, qu'on n'appliquait pas la présomption. Et dans ces deux affaires-là, je vous en ai expliqué les faits parce qu'ils sont assez cocasses, notamment pour l'un d'eux. Eh bien, les juges ont dit il n'y a pas de présomption, il n'y a pas d'accident du travail. Alors, ce sont, encore une fois, je le répète, pas des arrêts de la Cour de cassation. Néanmoins, ils donnent un indice sur le raisonnement. Point d'interrogation, est-ce que la Cour de cassation s'alignera sur ce raisonnement dans X mois, années? J'ignore, à moment où je vous parle, s'il y a des pourvois sur ces deux décisions. À suivre. Ça ne veut pas dire que ça sera la position de la Cour de cassation. Cependant, ça peut être, à minima, des sources d'inspiration pour des arguments d'employeurs qui voudraient contester la reconnaissance d'accident du travail en télétravail. Voilà pour ces deux arrêts de Cour d'appel d'Amiens et de Saint-Denis de la Réunion. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une. Et est-ce que pendant sa journée de télétravail, si le collaborateur va s'acheter à déjeuner pendant la pause prévue pour cela, il a un accident s'il a un accident pendant cette... Alors, son déjeuner, c'est un accident. J'aurais tendance à vous dire que ça n'en est pas un. Oublions le télétravail une seconde. Dans l'entreprise, ça ne serait pas un accident du travail. Un accident de trajet, peut-être, mais pas un accident du travail. S'il est en pause déjeuner, c'est la même chose. Donc oui, ça peut être une situation de discussion d'une reconnaissance d'accident du travail, de mon point de vue. Okay. On attend, je crois qu'il y a une autre question qui est en train d'arriver. Voilà. Qu'en est-il pour les salariés en forfait jour? Je me posais la même question. Très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Je ne sais pas si je vais y répondre. Parce que, alors encore une fois, pourquoi je dis ça en plaisantant? Parce que ce sont encore pour l'instant des arrêts de cour d'appel. Hein. J'ai cité sur le fait que j'ignore si la Cour de cassation prendra le même raisonnement. Je pense que ce n'est pas exclu. Pour les salariés en forfait jour, je pense que le raisonnement peut être le même, mais que la preuve sera plus compliquée. Puisque ce sont des salariés pour lesquels il n'y a par définition pas d'horaire, ça sera plus compliqué de prouver qu'à telle heure, à telle minute, il est sorti de sa journée de travail. Mais le débat sera là. Alors, est-ce qu'on va s'appuyer sur des échanges de mails, par exemple? J'en sais rien. On verra par rapport au développement de la jurisprudence. Mais par contre, je pense pour autant que le raisonnement sera le même. C'est-à-dire que même en forfait jour, si un salarié, on estime par rapport au fait du dossier qu'il est sorti du lieu de travail, dans le deuxième exemple, il est sorti sur la voie publique pour aller voir pourquoi l'Internet ne fonctionnait pas, il est sorti de son lieu de travail. Ou si il est sorti de son temps de travail parce qu'il a écrit à tout le monde « Bon, j'arrête ma journée, bise à demain », peut-être qu'il aura dans le dossier la preuve qu'il est sorti de sa journée de travail. Donc je pense que le raisonnement sera le même, il y aura probablement plus de problèmes probatoires. Ok, merci beaucoup. On arrive un peu au terme de ce webinaire. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions que vous voulez rentrer dans des spécificités liées à vos secteurs d'activité, de vos tailles d'entreprise, etc.,
Je vous réinvite à envoyer un email pour, si vous souhaitez des conseils et être accompagné dans des procédures ou quoi, à quickms@capstan.fr. Et pour nous, donc, on enverra le replay du webinaire soit cet après-midi, soit demain. Et je vous propose de nous retrouver le 19 octobre à 13h30 pour nous retrouver avec Fabrice pour une autre actualité sociale. En attendant, évidemment, tous les vendredis, on renvoie la newsletter de l'actualité sociale. Donc voilà, je ne sais pas si tu as un mot à dire pour Juste conclure. un dernier mot vraiment sur les 3 arrêts. Alors, évidemment, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Si vous contactez le cabinet Capstan, cela me fera totalement plaisir, sur l'adresse que j'ai indiquée tout à l'heure pour qu'on vous accompagne. Vous l'avez compris, je me garderai bien de solutions toutes prêtes, mais il faut mener une réflexion, évaluer le risque financier d'une entreprise à une autre et arrêter une stratégie en conséquence. Contactez-moi sur quickms@capstan.fr si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup à tous et on vous souhaite une très belle journée. Merci à tous. Au revoir.